Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ornom.fr, notre page Facebook qui diffuse ce soir le live du second tour de l'élection municipale à Strasbourg. Cette élection municipale, elle est incontestablement la plus longue de toute l'histoire des élections municipales, puisque le premier tour a eu lieu le 15 mars dernier et on se retrouve exactement 3 mois et demi après, ce qui fait quand même pas mal de temps. Plein d'événements se sont passés, ça va sans doute conditionner notre débat dans quelques instants. Je vous présente Pascal Coquille à mes côtés, qui est éditorialiste et grand reporter au DENA. Merci Pascal. Merci à vous D'avoir accepté de co-animer ce débat avec nous. Je souhaite la bienvenue à nos 3 interlocuteurs. Jeanne Barséguian, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Fontanel. Bonsoir. Bonsoir Catherine Trautmann. Bonsoir. On vous a placé dans l'ordre d'arrivée du premier tour. Alors, les résultats de ce premier tour, parlons-en. On peut les présenter sous diverses façons. Jeanne Barséguian, vous êtes arrivée en tête avec 27,88% des suffrages exprimés. Alain Fontanel, vous êtes arrivé en seconde position avec 19,86% des suffrages exprimés. Catherine Trautmann, vous êtes arrivée en troisième position, 19,78% des suffrages exprimés. Et puis Jean-Philippe Vetter, qui était qualifié pour le second tour également, sa liste a obtenu 18,27% des suffrages exprimés. Mais, et ce n'est pas anodin, on peut aussi s'intéresser à l'impact d'une élection municipale. Alors, c'est pas spécial à Strasbourg, c'est sur toute la France comme ça. Ce premier tour, c'est placé dans des conditions très spécifiques qu'on connaît tous. À Strasbourg, il y a eu énormément d'abstention, comme un peu partout, plus de 65% d'abstention. Ce qui fait que 49 361 votants se sont déplacés sur un total de 143 600 inscrits, ce qui est très peu, évidemment. Espérons que d'ailleurs, on en profite à dire, espérons que ce dimanche, ce sera plus important. C'est important pour la démocratie. Si on raisonne par rapport au nombre d'inscrits, la liste qui est arrivée en tête, celle de Jeanne Barséguian, vous-même, madame, a obtenu 13 532 voix sur 143 600 inscrits. La liste d'Alain Fontanel a obtenu 9 642 voix sur 143 600 inscrits. Votre liste, Catherine Trautmann, 9 601 voix. Et la liste de Jean-Philippe Vetter, 8 868 voix. Ce qui veut dire, c'est un élément qui fait partie du débat, que vous-même, qui représentez les candidats du second tour, aucune de vos listes n'a dépassé les 10% de l'électorat potentiel. C'est la faute de personne sur ce plateau, bien entendu, mais ça signifie quand même des choses pour la démocratie. Et ça veut dire quoi? Peut-être qu'on peut se poser la question comme ça, elle est un peu provocante, mais on est hors norme, hein, vous le savez. Le maire ou la maire de Strasbourg, lundi prochain, aura-t-elle ou aura-t-il toute la légitimité souhaitée? Il sera élu ou elle sera élue maire, incontestablement, sans contestation possible. Mais la légitimité, c'est tout autre chose. Ça ne vous inquiète pas, ça? Donc on va poser la question en premier à Catherine Trautmann pour respecter l'ordre du tirage au sort que nous avons fait ensemble. Catherine Trautmann, la légitimité, elle sera là lundi si vous êtes élue? Ce que j'espère, c'est qu'en effet, dimanche prochain, les électeurs se déplacent. Parce que l'élection municipale, c'est la possibilité d'élire une équipe qui va conduire les politiques qui rendent service aux habitants pendant 6 ans. Il est donc extrêmement important que les Strasbourgeois puissent à la fois, à cette occasion, se réapproprier l'avenir de la ville. En même temps aussi, il est important que l'équipe qui est investie de responsabilité puisse le faire avec toute la marge de manœuvre, toute la liberté dont elle a besoin. Ce premier tour m'a inquiété et j'aurais souhaité qu'il n'ait pas lieu. Je me suis prononcée, comme nous ici d'ailleurs, pour dire que le deuxième tour ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions, parce que je crois que c'est la politique elle-même et la représentativité des candidats et des élus qui peut en souffrir. Donc j'espère et j'appelle à voter pour ce second tour, parce que c'est lui qui donnera cette légitimité à l'équipe qui sortira en tête. Jeanne Barséguian, sur ce même sujet? Je crois que la question de l'abstention que vous évoquez, bien sûr, elle a été renforcée par la crise sanitaire qu'on a traversée, c'est incontestable, mais ça ne doit pas nous faire oublier que depuis plusieurs années, la participation, notamment pour les élections locales, n'est pas très forte et que, vous l'avez dit, là on était à 35% de participation, d'habitude on est à 50%. Ça ne doit pas nous réjouir. C'est bien un symptôme, et c'est bien le symptôme d'une défiance démocratique, ou en tout cas d'un lien qui s'est desserré. Donc pour moi, ça signifie, et c'est une part importante de mon engagement et du projet que je porte, ça signifie qu'on doit pouvoir réinventer les pratiques démocratiques pour recréer ce lien.
Et la question de la légitimité, alors oui, le maire, la maire qui sera élu dimanche aura une légitimité, celle issue des urnes, mais clairement, et c'est le cas pour tous les scrutins, la légitimité maintenant, elle s'acquiert par les actes, pendant le mandat, et aussi, j'allais dire, par la manière dont on concilie la démocratie représentative et participative tout au long du mandat, notamment par cette co-construction des politiques publiques que moi j'appelle de mes voeux, avec aussi un renouvellement des visages et des pratiques politiques. Alain Fontanel, donc, pour cette première question, la légitimité et puis aussi l'abstention. C'est vrai, Catherine Trottmann le rappelait, ce premier tour s'est tenu dans des circonstances tout à fait atypiques. On était tous en pleine campagne. Le samedi soir, on était dans des bars, dans des restaurants, et tout d'un coup, on nous dit « rentrez chez vous, on va tout fermer à minuit, mais sortez demain pour aller voter ». Une injonction contradictoire, difficile à comprendre pour le citoyen, et puis une inquiétude très forte qui est montée dans la ville. On l'a senti, des messages, des gens demandant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va voter, est-ce qu'on reste à la maison. L'inquiétude pour les proches, pour nos parents, les personnes âgées en particulier. Et ça a modifié l'ambiance dans la ville. Pour moi, ça ne change pas la légitimité du premier tour. Et s'il y avait eu plus de votants, les résultats auraient peut-être été les mêmes. Ce n'est pas le sujet. L'inquiétude, c'est celle sur la légitimité que vous posez avec raison. C'est celle aussi de la confiance du citoyen dans un processus électoral. Le deuxième tour intervient dans un contexte très différent. Il est essentiel que toutes les Strasbourgeoises et tous les Strasbourgeois aillent voter de manière beaucoup plus importante. On a perdu au premier tour à peu près un tiers de l'électorat par rapport aux années et élections précédentes. Et cette fragilité, elle risque d'être là. Et c'est vrai qu'il faut concevoir l'élection comme un moment, un point de départ, mais que toute l'organisation ensuite du pouvoir et de la relation et du dialogue avec les citoyens doit permettre de relégitimer en permanence l'action publique. De toute manière, aujourd'hui, on ne peut plus gouverner seul. On le fait en lien avec le citoyen, avec les forces vives de la société, avec les associations, avec aussi les représentants de l'opposition. Ça doit encore plus nous obliger à être dans ce dialogue. Avant de passer la parole à Pascal Coquille, je vais signaler quand même une spécificité de ce second tour à Strasbourg. Et pour le coup, c'est très strasbourgeois, ça. Tous trois, vous étiez dans la même majorité ces 6 dernières années. Et même 2 d'entre vous, Catherine Trottmann et vous, Alain Fontanel, vous étiez dans la même majorité depuis 12 ans. Et je pense que Pascal Coquille a des questions à vous poser dessus. Oui, non, avant de détailler vos programmes et vos propositions pour Strasbourg, ce qu'on va faire très largement, il me semble essentiel de revenir sur ce qui s'est passé durant l'entre-deux tours. C'est important si on veut vraiment comprendre les enjeux politiques de cette élection et de ce deuxième tour, qui, Jean-Luc l'a dit à l'instant, ne ressemble à aucune autre. Si on prend les chiffres bruts du premier tour, certes tronqués par l'abstention dont on vient de parler, et le climat sanitaire et l'angoisse des votants, la gauche, telle qu'on l'entend avec les socialistes et les Verts, de façon traditionnelle notamment, avait un boulevard devant elle. Globalement, on était sûr que quelqu'un de gauche gagnerait. Ma première question s'adressera donc à vous, Catherine Trottmann, et à Jeanne Barséguian. Comment expliquer que vous n'ayez pas pu vous mettre d'accord sur une plateforme commune? Quel obstacle était à ce point indépassable pour que vous n'ayez pas réussi à le surmonter en quasiment 3 mois et demi, puisqu'entre le premier tour et le deuxième, il y a eu plus de 3 mois? Et si l'une de vous deux l'emporte, comment compte-t-elle, ou pas d'ailleurs, associer l'opposition à son action? Jeanne Barséguian, peut-être, pour démarrer? Oui, je me suis exprimée assez souvent sur la question ces dernières semaines. J'ai souhaité cet accord, j'y ai travaillé, nous y avons travaillé pendant plus d'une semaine pour finalement acter des divergences sur les questions de gouvernance, mais plus largement, je dirais, sur une vision globale et aussi sur des questions de méthode. Juste peut-être sur la question de la métropole, qui n'est pas une question anodine. Moi, je constate que ces dernières années, ou sous d'autres mandatures, avait été prise l'habitude de se répartir les postes entre Strasbourgeois lors des négociations d'entre-deux tours pour ce qui concerne la métropole. Ça me paraît aujourd'hui être une vision totalement dépassée, qui ne correspond absolument pas à l'attente forte des communes de la métropole. Il y a quand même, certes, la ville-centre a un poids considérable avec ses 280 000 habitants, mais on a quand même 32 autres communes
avec 220 000 habitants, une agglomération au total d'un demi-million d'habitants, ça ne peut pas se décider de cette manière-là sur un coin de table. Moi, en tout cas, ça n'est pas ma vision. Le principe démocratique que je souhaite appliquer à Strasbourg, je souhaite aussi qu'il soit mis en œuvre à la métropole. Et donc, je souhaite participer. Et bien sûr, en tant que candidate à la mairie de Strasbourg, j'entends prendre une part active dans cette gouvernance métropolitaine, mais en co-construction, là aussi, avec les communes de première couronne et de seconde couronne. Et on voit un renouvellement aujourd'hui des visages et des équipes dans les différentes communes qui exigent qu'on ait justement cette discussion tout simplement démocratique sur le projet métropolitain et sur sa gouvernance. Catherine Trottmann, mais c'est là-dessus que ça a chopé avec les équipes de Jeanne Barséguian, c'est-à-dire le fait que vous ne pouviez pas accéder, enfin que selon ces gens, vous ne pouviez pas accéder à la présidence de l'Eurométropole. Des rumeurs courent, on dit qu'on vous proposait aussi une 7e place sur la liste commune. On a envie d'en savoir plus. Je démentis tout cela, je démentis largement tout cela. Madame Trottmann. Oui, alors je pense que, si vous voulez, quand on défend la co-construction, il faut savoir en créer les conditions. Et pour pouvoir passer un accord et une fusion de listes, il faut être d'accord sur un projet d'abord. Et le projet à Strasbourg, il est municipal, il est aussi métropolitain. C'est donc la question que j'ai posée. Quel projet métropolitain nous allons porter ensemble? La deuxième question, c'est la question de confiance. J'ai tout à fait pris l'engagement d'accorder ma confiance à Jeanne Barséguian. Je lui ai demandé d'exprimer comment elle voulait donner, ou en tout cas permettre à la confiance qu'elle m'accordait, comment elle souhaitait le faire pour moi et pour l'ensemble de la liste. Nous n'avons pas fini les discussions. Et j'ai pourtant, en 2008, été celle qui était en responsabilité pour les socialistes de finaliser un accord. Nous avons travaillé 6 nuits entières. Et là, nous avons travaillé quelques heures. Et le jour du dépôt des listes, je dirais simplement une chose. Pendant que j'avais demandé à mes colistiers d'aller signer les documents administratifs pour faire liste commune, j'ai eu sur mon téléphone portable le SMS de Jeanne Barséguian actant la fin de nos discussions. Donc voilà, j'en prends acte. Je pense que l'idée de pouvoir gagner dans une quadrangulaire est devenue prédominante, sans prendre garde que dans cette stratégie-là, cela donnait tout l'espace de temps à Alain Fontanel et Jean-Philippe Fetter de se mettre d'accord. C'est donc une campagne plus difficile, c'est une campagne dans laquelle j'ai décidé par conséquent de me placer au centre du jeu. Oui, parce que par voie de conséquence, cette mésalliance ou ce défaut d'alliance a conduit à une alliance finalement pas si inattendue que ça, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais sur votre liste au premier tour, vous aviez déjà des élus d'Agir, notamment, de parti de Fabienne Keller, donc qui sont compatibles, comme on dit. Mais il n'empêche, cette fusion et son timing, surtout en toute fin d'après-midi, mais permis aussi par la rapidité avec laquelle vous avez déposé vos listes toutes les deux, au milieu d'après-midi, vers 16h, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, mais qui laissait presque 2 heures pour Alain Fontanel et Jean-Philippe Vetter. Donc ça a été un événement qui a rebattu totalement les cartes de cette élection, même si en politique, 1 + 1 ne fait jamais 2. Voilà. Et en tout cas, ça ouvre la perspective de voir un nouveau tandem diriger la ville après le mandat Keller-Grossman. Donc ma question est simple, elle aussi, elle s'adresse à M. Fontanel. Comment peut-on faire fonctionner cette alliance au quotidien sur le long terme? Contrairement aux Verts et aux socialistes, vos points de divergence avec Jean-Philippe Vetter ne sont-ils pas plus nombreux que vos points de convergence? Non, je ne pense pas. Et puis je pense surtout, ça rejoint la discussion que nous avions tout à l'heure. Une quadrangulaire, c'était la certitude d'avoir un gagnant qui, avec un score très faible et une proportion des Strasbourgeois très faible, pouvait prendre tous les pouvoirs à la ville et les pouvoirs à la métropole. Et je crois que dans la situation actuelle de notre territoire, face à la gravité du moment, à la crise économique et sociale qui frappe Strasbourg, ce n'était pas raisonnable. L'Alliance, c'est aussi prendre ses responsabilités à un moment particulier de notre histoire. Oui,
On a fait le choix de la confiance, le choix de la concorde. C'est d'ailleurs ce que nous demandent les citoyens quand les enjeux sont importants, de tout simplement dépasser les égos, de dépasser les étiquettes, de se retrousser les manches pour l'intérêt général. C'est le choix que nous avons fait. Nous l'avons fait finalement assez facilement parce que beaucoup de choses nous rapprochaient dans la campagne déjà. Et nous avions aussi cette vision sur l'enjeu de la situation économique, cette nécessité de relever le défi de la croissance face à la crise. Et donc, bien sûr, on est allé vite. Les circonstances l'ont rendu nécessaire. Il y aurait eu une triangulaire dans une autre alliance. Les choses auraient été différentes. Chacun a fait ses choix. Je me suis laissé dire, moi, mais c'est vrai que la ville bruisse de rumeurs. Suite à ce fameux mardi, on a même appelé ça le mardi des longs couteaux. J'ai entendu cette expression historique. Voilà. Je me suis même laissé dire qu'à un certain moment, il aurait été possible que vous-même, Alain Fontanel, vous alliez avec Catherine Trottmann. Ça avait un peu discuté dans ce sens-là. On a même entendu parler d'une grosse coalition à l'allemande, grosse co, comme on dit là-bas de l'autre côté du Rhin. C'est des rumeurs, ça, ou c'est... Puis après, on arrêtera sur ce sujet, mais je veux dire, dites-nous, rassurez-nous, ou dites-nous, en tout cas, on a envie de savoir. Écoutez, moi j'ai tout entendu dans cette campagne de second tour. Ces dernières semaines, on entend tout et n'importe quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui de clarté. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le lien de confiance entre les habitants, les habitantes et leurs élus. Il y a besoin de clarté et de sincérité dans le projet. Moi, j'ai toujours été très claire sur le fait qu'il n'y aurait pas de discussion avec Alain Fontanel. J'ai toujours été claire là-dessus et je ne l'ai pas fait. Ce que je constate, c'est que pour des raisons de circonstances, d'opportunités, eh bien, il est possible, je le constate chez mes adversaires, de s'allier avec son opposant historique, de discuter à droite et à gauche. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui de responsables politiques qui ont des convictions, qui ont une colonne vertébrale politique et qui proposent un projet qui est clair. Alain Fontanel, sur ce Vous savez, d'abord, vous l'avez souligné tout à l'heure, on sort de la même majorité. On peut avoir des désaccords, mais refuser de discuter, refuser de dialoguer a priori, ce n'est pas ma conception des choses et je ne crois pas qu'on gouverne une ville seule, sans dialoguer. On peut accepter, on peut avoir des différences et c'est légitime. On peut avoir des différents points de vue, mais le dialogue, la discussion, c'est un préalable à tout. Catherine Trottmann, sur ce sujet ? Je pense qu'il ne faut pas confondre une fusion de listes négociée un peu à l'arraché au dernier moment, même s'il y avait des discussions auparavant, et une grande coalition. La grande coalition, c'est davantage le modèle de la gouvernance de l'Eurométropole. Et chacun sait, et je voudrais clore ce débat, que ce sont les maires qui sont importants dans la négociation sur une responsabilité exécutive dans la métropole et que l'équilibre et la réciprocité, là aussi, doit exister entre la ville de Strasbourg et la métropole. Donc, pour ce qui me concerne, je considère que l'opposition doit avoir sa place dans la construction de la gouvernance municipale. Je l'ai proposé en disant que ce serait, si j'étais élu, un représentant de l'opposition qui présiderait la commission des finances, que la réunion des présidents de groupe aurait à se prononcer et à discuter sur les grands projets pour que le rythme municipal, le rythme du mandat soit transparent et que les tableaux de bord, qui sont ceux de la gestion par le maire des affaires de la ville, puissent aussi être partagés avec l'ensemble des groupes. Je crois que nous pouvons faire un énorme pas en avant et je suis prête à le faire parce que je crois à une gouvernance ouverte et j'aurais souhaité que cette transparence puisse exister, par exemple dans le débat que nous avons eu sur la perspective d'une fusion avec les écologistes. Et j'ai été étonné que sur la question de la gouvernance de la métropole, le choix ait déjà été fait pour un seul parti, à savoir la sollicitation de Daniel Dambach, maire de Schiltigheim, pour la présidence de la métropole. Alors, vous savez, c'est facile de toujours faire des leçons d'éthique politique et de dire les choses se font d'une certaine manière dans la transparence. Quand j'écoute Catherine Trottmann et ce qu'elle vient de dire sur Daniel Dambach, je ne trouve pas qu'il y a de la transparence dans ce que nous a dit tout à l'heure Jeanne Barzéguian et sur la manière de faire. Il y avait, et tout le monde le sait dans la ville, il y avait un accord pour que Daniel Dambach prenne la présidence de l'Eurométropole. Évidemment, il faut dire que c'est faux aujourd'hui. On sait bien que c'est un élément qui a été l'élément de blocage de la discussion Daniel avec Dambach n'est même pas candidate aujourd'hui. Bien. Bon, je veux juste préciser que l'élément de blocage dans la négociation
ça a été la formulation du soutien du groupe municipal sur un accord qui concernait l'exécutif de l'Eurométropole, sachant que ce n'était qu'un soutien, puisque la décision ne peut être que collective. Et donc c'est ça qui compte dans une discussion. Mais l'affaire est close pour moi. Moi, je ne suis plus là-dessus. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes la seule liste qui n'a pas encore discuté des responsabilités, parce qu'on défend d'abord un projet, et ensuite on répartira chez nous les responsabilités. Et ça aussi, quelques secondes pour vous, Jeanne Berségnan, pour clore ce chapitre. Juste sur la coalition à l'allemande, ça me fait beaucoup sourire parce que la coalition à l'allemande, c'est d'abord du travail en commun sur le fond et sur un projet. Ça a toujours été ma ligne, c'est-à-dire de poser d'abord un projet et de pouvoir discuter justement et de construire une gouvernance tout autour. C'est pas vraiment ce qui a été fait en 2014 et on en est extrêmement loin par rapport à ce qui s'est fait le 2 juin dernier. Par contre, pour l'avenir, moi je suis prête à travailler de cette manière-là, mais par pitié qu'on ne me parle pas de coalition à l'allemande concernant le mardi 2 juin, qui n'y ressemble en rien. En tous les cas, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'à Oswald, les Verts sont allés avec un candidat et ont fusionné sans difficulté, et à quelques kilomètres d'ici, de l'autre côté de la frontière, les Verts allemands gouvernent le Bade-Württemberg avec la CDU. Ce qui est possible ailleurs ne l'est pas possible ici. Je ne sais pas si c'est le problème des autres, de Catherine Trottmann ou de moi-même, ou si c'est le problème des Verts strasbourgeois. Je tiens à préciser que ce n'est pas notre opinion qu'on vous a donnée là, ce sont les... nous sommes journalistes comme des éponges. Voilà. On entend parler les gens et notre but, c'est de restituer ce qu'on entend dire. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui, venant d'autres listes ou des électeurs venant d'autres choix au premier tour, se portent aujourd'hui en soutien à ma candidature. Bien, et je les respecterai et je travaillerai aussi avec eux. Avec Pascal Coqui, on a choisi d'être un petit peu hors norme dans notre débat. Alors bien entendu, on a suivi les débats sur les chaînes concurrentes, enfin en tout cas, pas une chaîne de télévision déjà nous, mais en tout cas, pardon, du lapsus, mais on a suivi les autres débats ailleurs, à la radio, à la télévision, et on a vu que ça tournait un petit peu toujours autour des mêmes questions. On s'est dit, tiens, il y a quand même deux choses qui nous ont interpellés, Pascal, tu confirmeras. C'est la première chose, c'est on a presque pas parlé, voire pas du tout, du rayonnement de Strasbourg. Qu'on le veuille ou non, Strasbourg n'est pas une capitale régionale comme les autres. C'est dû à l'histoire et voilà. Le rayonnement de Strasbourg est une partie importante de la gouvernance à Strasbourg, de ce qu'il faut faire effectivement quand on est maire de Strasbourg. Il y a un autre sujet sur lequel on a été très surpris de ne pas avoir beaucoup entendu parler, c'est la culture. Hein, et ça, pour une ville qui consacre plus d'1 euro sur 4 à plus d'un quart de son budget à la culture, c'est très étonnant que vous n'ayez pas été questionné là-dessus. Alors on va le faire, on va commencer par le rayonnement de Strasbourg. Strasbourg est une capitale européenne depuis la fin de la guerre, c'est dû aux institutions, c'est dû à l'histoire, à la reconnaissance de l'histoire, c'est dû aussi au fait que sur notre territoire, il y a de nombreuses institutions européennes qui sont présentes, la plupart garanties par des traités ou par des convenances qui n'ont jamais été remises en cause, mais cependant on sait tous qu'il y a le Parlement européen, ici, à Strasbourg, et qui est régulièrement, depuis tant d'années, remise en cause, la présence du Parlement ici est remise en cause, et on se dit... Il va falloir quand même qu'on parle de ça avec les 3 candidats du second tour. Il va falloir, parce qu'on aura le ou la maire de Strasbourg sous la main pendant 1h30. Il faut qu'on parle avec vous. Alors, moi, le libre choix, qui veut commencer sur ce sujet? Peut-être Alain Fontanel qui est un peu en retard. Oui, d'accord. Histoire juste de ne pas prendre trop de retard. Le Parlement européen, il faut quand même resituer les choses. Il y a vraiment plein de gens qui souhaiteraient qu'il arrive, qu'il soit de retour à Bruxelles, hein, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, ou un site, mais plutôt à Bruxelles, le siège. Il est régulièrement menacé. Ce qu'on sait, c'est que les Britanniques vont moins le menacer par la force des choses. C'est déjà ça de gagner. On aura pu Farage et tous ces gens. Hein, c'est déjà ça de gagner pour moi. Mais la position de Strasbourg reste fragile. Elle est garantie par les traités. La France peut opposer son droit de veto à cela. Mais concrètement, que peut faire le maire ou la maire de Strasbourg pour renforcer encore cette lutte pour que le Parlement européen... Là, c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est pas seulement une histoire de retombées économiques, ça fait partie intrinsèque de l'image internationale, pour le coup, de Strasbourg. Alain Fontanel. C'est effectivement une question d'image, c'est aussi un symbole pour l'Europe tout entière. Nous portons une approche différente de l'Europe des citoyens et de la démocratie.
Et c'est aussi un enjeu économique pour notre territoire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui dépendent, et on l'a vu pendant cette période avec l'annulation successive de plusieurs sessions. C'est notre territoire qui souffre. C'est ce qui fait que l'on n'est pas une ville comme les autres, qu'on n'est pas une ville moyenne, on est une capitale. On est une capitale européenne, siège des institutions européennes. On parle beaucoup du Parlement, mais il y a aussi, bien sûr, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe et d'autres organismes européens. Et donc, on doit tout faire. Et le maire de Strasbourg doit mouiller la chemise pour défendre le statut européen de Strasbourg. C'est pour ça, au début de la nouvelle session, je suis moi-même allé à la rencontre de tous les députés européens pour un welcome package d'accueil pour qu'ils se sentent bien à Strasbourg. Et une des priorités, c'est ça, c'est d'améliorer, renforcer les conditions d'accueil des parlementaires à Strasbourg. Ça veut dire quoi? D'abord, un nouveau bâtiment. On a pris nos risques. On a lancé ce projet du bâtiment Osmose. Il sort de terre. On voit le premier étage qui est sorti ces jours-ci. Ça me permet d'étendre le bâtiment, d'avoir plus de locaux pour accueillir aussi des fonctions qui actuellement sont à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, ils ont un gros problème avec leur bâtiment. Ils vont devoir le démolir ou le rénover en profondeur pour probablement 1 milliard et plusieurs années de travaux. Nous sommes prêts à accueillir plus de services ici à Strasbourg. Deuxième chose, c'est évidemment, et on est ici dans un hôtel de Strasbourg, les conditions d'accueil dans les hôtels strasbourgeois. Il y a un problème, on le connaît, c'est le problème des prix, de la variation des prix. C'est très irritant pour les parlementaires et pour les assistants de voir que tout d'un coup, 3-4 jours par semaine, les prix sont dans certains hôtels multipliés par 2, 3. Très longtemps. Hein, tout à fait. Il faut mettre en place une centrale d'achat, comme il y a à Bruxelles, une centrale d'achat à Strasbourg, au Parlement européen, pour que les achats de chambres se fassent en gros. Façon de réguler le... De réguler, tout à fait. Et le Parlement est d'accord. Il faut aussi maintenir des sessions à Strasbourg. Et on a pu s'entretenir il y a quelques jours avec le président du Parlement européen, M. Sassoli, pour avoir une garantie. C'est la compensation de la tenue de nouvelles sessions en compensation des sessions annulées. Enjeu, je le disais tout à l'heure, économique pour le territoire, mais aussi enjeu symbolique de la consolidation du statut. Il a aussi pris l'engagement que le lancement de la Convention citoyenne sur l'avenir de l'Europe, qui était prévue initialement à Bruxelles, puisse se faire à Strasbourg. Autre engagement important. Enfin, il y a la question de l'accessibilité. L'accessibilité est bien sûr avec ce qui doit être aujourd'hui un réseau d'aéroports. Aucun des aéroports autour de Strasbourg, Ensheim en premier, ne peut satisfaire tous les besoins d'accessibilité. Donc l'enjeu, c'est comment on va de Strasbourg-Ville jusque dans l'aéroport, notamment de Bâle-Mulhouse, avoir une connexion TER directe. On l'a maintenant depuis quelques années avec Ensheim. Pareil pour Francfort, il faut pouvoir renforcer cette accessibilité pour renforcer le statut. Mais c'est aussi du lobby et le maire de Strasbourg doit, je le disais tout à l'heure, mouiller la chemise. Sur cette même question, Jeanne Barséguian, Catherine Trottmann. Bon, moi, je veux bien enchaîner. J'écoute attentivement. Vous avez présidé la task force et vous l'avez créée. Voilà, et dans ce que vient de dire Alain Fontanelle, que ce soit la plateforme d'achat ou de réservation de chambres d'hôtel, le bâtiment aussi, qui était une proposition qui était faite déjà dans l'ancien mandat, même pas celui-là, pour pouvoir accueillir un service du Parlement que moi je vise comme service informatique et numérique. Pourquoi? Parce que je pense que nous passons à une autre ère et que la démocratie qui doit s'illustrer ici à Strasbourg doit aussi utiliser tous les moyens de contact avec les citoyens d'Europe. Le Smart Parlement est un projet dont je veux discuter, évidemment, avec l'ensemble des responsables, le bureau, le président du Parlement qui était mon voisin dans l'hémicycle, donc je le connais très très bien. Mais je pense aussi que nous devons être très clairs. Il faut d'abord une position politique ferme du gouvernement français et du président de la République. Et de ce point de vue, pour moi qui ai connu tant de présidents et qui ai discuté et proposé des stratégies à tant de présidents, eh bien je dois dire que je suis frustré. Frustré de voir que le président Macron, qui a fait des grands discours sur l'Europe, pour l'instant, n'ait pas suffisamment passé les messages dans l'administration française, en mobilisant l'ENA, en mobilisant, je dirais, tous ceux qui peuvent aussi obtenir un véritable rayonnement. Madame Merkel s'est prononcée contre le maintien du Parlement européen à Strasbourg. On a protesté, modestement. Et beaucoup dans la ville se demandent si aujourd'hui on n'a pas accepté que le Parlement s'en aille. Et donc moi, ce que je veux dire ici, c'est que le jour où on accepterait de fragiliser la présence du Parlement à Strasbourg, c'est en quelque sorte la valeur politique du projet européen qui serait mise à mal. Parce que c'est ici que le Parlement européen
dans notre ville qui n'est pas une capitale nationale, où il n'y a pas un Parlement national qui siège, c'est ici que le citoyen européen sait qu'il a des droits, les droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits politiques, qui sont la légitimation des décisions européennes dans l'hémicycle et dans les sessions. Et ici, à Strasbourg, c'est là que les nouvelles compétences du Parlement européen ont été créées. Alors, je regrette que des détails ne soient pas pris en compte par le maire sortant. Par exemple, le fait que le bureau d'information ne va plus fonctionner de la même manière. Il n'y aura plus les conférences, l'accueil international qui était fait par le bureau administratif du Parlement européen, comme ça a été le cas avec le directeur qui part à la retraite, M. Martinez-Guilen. Aujourd'hui, on va avoir un service de visite. C'est très bien d'avoir un service de visite. Nous sommes beaucoup plus attractifs qu'à Bruxelles. Mais il faut aussi, je dirais, un travail politique, un travail d'accueil, un travail de rayonnement international. Ça, je proteste formellement sur le fait que cela a été fait en catimini et sur le fait aussi qu'on n'ait pas porté attention à cette décision-là. Je veux donc m'en emparer et aller voir le secrétaire général du Parlement, le président, mais en même temps aussi engager, si je suis élu, une discussion très serrée avec le président de la République. Je voudrais juste réagir, excuse-moi, quelques secondes. Ce qui a toujours fait la force, c'est un combat permanent de la défense du statut européen de Strasbourg. Tous les maires de Strasbourg, et Catherine Trottmann, bien sûr la première, se sont mobilisés et ont défendu cette cause. Les présidents de région ont toujours été alignés sur la même position, les présidents de département aussi, et tous les gouvernements et tous les présidents de la République français. Je pense que faire de la politique politicienne sur ces questions, c'est une erreur. C'est fragiliser le statut de Strasbourg. C'est prendre le risque qu'effectivement, à un moment donné, si on fait de la politique politicienne, certains se désolidarisent. Ça n'a jamais été le cas jusqu'ici. On a toujours été soutenus. Tous les présidents de la République sont venus, ont fait des discours, ont soutenu le statut européen de Strasbourg. Ne mêlons pas les affaires politiciennes, nationales ou locales à ce combat-là. C'est un combat qui nécessite de l'unité, de la force collective et de la détermination. La preuve, c'est que dans les initiatives qui se sont passées, moi je les découvre sur ce plateau. Je n'ai pas du tout été associée comme responsable et animatrice de la task force. Donc ce qui vaut dans les déclarations doit valoir, s'il te plaît, cher Alain, dans les actes. Les liens avec le président de la République, j'ai pas bien compris. Je vous laisse continuer en duo ou... Non mais attendez, non, mais c'est bien. Ils nous ont dit de débattre. Regardez, le temps de... Le temps sera le même à l'arrivée. Les décomptes des temps, 8,28 de parole pour Alain Fontanel, 8,25 pour Catherine Trottmann. Il vous manque un peu plus de 3 minutes, vous allez les combler. Alors moi, j'ai une question à vous poser très clairement. Je vais répondre quand même à votre première question. Oui, c'est celle-ci. Vous pouvez la compléter. Mais... Du Parlement européen, je la complète, oui, parce qu'on parlait de toutes les influences qui font que le Parlement européen doit ou non rester à Strasbourg selon les opinions. Moi, j'ai quand même le souvenir d'un ex-leader d'Europe Écologie Les Verts, qui est Daniel Cohn-Bendit, qui a dit cash, clairement, sans d'ailleurs qu'on lui pose la question, il l'a dit dans je me rappelle très bien, en première intention, que pour lui, si le Parlement européen de Strasbourg se retrouvait à Bruxelles, ça posait pas de problème, mais qu'à la place, on mettrait, pour s'occuper des locaux, pour remplir les locaux vides, on mettrait une grande université européenne. Je ne dis pas que c'était votre opinion, mais simplement je rappelle cela. Quelle est votre opinion spécifique, vous-même, en tant que candidate à la mairie de Strasbourg, sur le Parlement européen à Strasbourg ? Vous citez Daniel Cohn-Bendit, qui est passé en marche, d'ailleurs, qui est un proche de Macron. C'est vrai que quand il l'a dit, il était président du parti. Mais bon, vous savez, chacun... Quand il s'est exprimé sur ça, il s'est exprimé pour les Verts. Là-dessus, je vous ai dit... Les coprésidents des Verts. Je vous ai dit que j'avais tout entendu dans cette campagne. Je pense que ce qui m'a le plus choqué, c'était... cette remise en cause de mon engagement européen. Quand on connaît mon parcours et quand on sait ce qui m'a fait venir à Strasbourg, après un parcours franco-allemand, après 2 années en droit international et européen, notamment sur les libertés fondamentales, le fait d'être venu à Strasbourg pour sa dimension européenne, quand on connaît mon parcours professionnel et mon engagement pour la coopération transfrontalière, j'avoue que je pense que au-delà des petits noms d'oiseaux qui ont pu fuser ici et là, et j'allais dire qui me coulent dessus, j'ai été très choquée par cette remise en question. Maire de Strasbourg, vous allez vous battre à fond. Je suis une fervente défenseuse du siège unique du Parlement européen à Strasbourg. Ensuite, instrumentaliser le fait qu'il puisse y avoir un débat
Évidemment qu'il y a un débat entre les parlementaires européens, sinon on ne serait pas en train de se poser la question de la défense du siège. S'il faut défendre, ça veut bien dire qu'il y a un débat aujourd'hui et qu'il y a des interrogations. Et ces interrogations, on le sait, elles portent sur le coût financier, sur le coût administratif, environnemental, des transhumances mensuelles. Donc il y a un débat. Et le nier ou faire comme si ça n'existait pas, eh bien, ça ne réglera pas le problème. Mais la question du siège, ça ne peut pas se résumer à des questions d'accueil des parlementaires et de prix des hôtels. C'est bien au-delà de ça. La question du siège du Parlement européen à Strasbourg, c'est la question de la séparation des pouvoirs. C'est la question de la représentation démocratique de l'Europe. C'est ça qui est en jeu. Et de même que je disais qu'on devait recréer ce lien entre les habitants et leurs élus, mais on doit travailler à recréer ce lien entre les habitants, les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises et l'Europe. Et nous avons la responsabilité de le faire. Et là, la maire de Strasbourg peut agir à travers toutes les compétences municipales, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. On a toujours traité la question de l'Europe, et de l'international d'ailleurs, de manière extrêmement protocolaire. Voilà, des rapports très, très officiels, etc. Moi, je souhaite me battre et je souhaite investir dans la citoyenneté européenne. On peut le faire à travers notre politique culturelle, on peut le faire à travers notre politique éducative. On peut évidemment le faire en travaillant et en portant, en étant présent dans les réseaux européens, en allant chercher aussi des financements européens, en faisant en sorte que l'Europe de Strasbourg ne soit pas réservée à 2 quartiers, c'est-à-dire le Wacken, la Robertso, et les autres quartiers. Comment ils y accèdent à cette dimension européenne de notre ville? Donc c'est tout ça qu'il faut revoir, y compris dans l'espace public. Et ce que je propose notamment, c'est qu'il puisse y avoir chaque mois, lors des sessions parlementaires, un débat citoyen organisé soit au Parlement, soit dans la salle du Conseil municipal sur des sujets ayant trait à l'Europe. J'en avais pris l'initiative à l'époque quand il était question de la négociation sur le traité transatlantique. Et il y avait une attente très forte des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois de pouvoir participer à ce débat. Donc je pense que Strasbourg a une responsabilité forte qui n'est pas seulement, encore une fois, des questions d'hôtel et d'accessibilité, même si elles sont importantes et qu'il faut continuer de se battre. Mais c'est plus une question de notre vision européenne, une vision d'une Europe inclusive, citoyenne et bien sûr écologique. Tout ce qu'on va retenir avant de passer la parole à Pascal Coqui qui va vous interroger sur l'attractivité, ce que je constate, et c'est réjouissant, vu de mon point de vue en tout cas, c'est que le ou la future maire de Strasbourg va défendre bec et ongle la place de Strasbourg en tant que siège du Parlement européen. C'est, je pense, une bonne nouvelle pour notre agglomération, notre commune. Pour l'inverse serait suicidaire aussi. Pardon. Dire l'inverse serait suicidaire. Je te laisse la responsabilité de ta conclusion. Pascal, il s'agit maintenant d'interroger les candidats sur l'attractivité de Strasbourg. Oui, parce que Strasbourg est capitale européenne, ce qui, pour son rayonnement, c'est extraordinaire. Ça attire aussi beaucoup de touristes. Mais Strasbourg n'a pas que le Parlement européen. Et ces dernières années, on a vu la ville changer, notamment en matière touristique. On a eu l'impression on se dirigeait vers un tourisme de masse, de plus en plus important. On a vu notamment le marché de Noël est évidemment l'exemple le plus emblématique, avec 2 millions de visiteurs chaque année, avec des retombées économiques là aussi très importantes, puisqu'on parle, les études datent un peu, mais on parle d'environ 250 millions d'euros de retombées d'après les chiffres de l'Office de tourisme alsacien. Mais il n'y a pas que le marché de Noël, il y a également l'été, puisque je crois que la moitié des touristes qui viennent en Alsace, des millions de touristes viennent en Alsace, passent par Strasbourg. Et on a eu des réactions ces dernières années, notamment après les attentats, très fortes de la population qui se sent dépossédée de sa ville, notamment pendant la période du marché de Noël, puis les attentats, on sait qu'il y a eu une sorte de bunkérisation du marché de Noël. On est en contradiction avec l'esprit aussi du marché de Noël. Et les habitants de Strasbourg vivent globalement, commencent à vivre ce qu'on vit à Barcelone, à Florence, etc. Donc, c'est un schéma qui fonctionnait plutôt bien, qui commence à poser des problèmes, mais qui là va s'arrêter net du fait de la crise post-Covid, puisqu'on sait que pour les prochaines années, en tout cas à court terme et sans doute moyen terme, c'est un schéma qui n'existera plus. J'ai vu qu'à Florence, ils avaient arrêté les bus touristiques et réfléchissaient à une autre manière d'envisager la ville. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment
parce qu'on parlait de ces retombées financières qui sont importantes quand même. Comment passer ce cap-là et comment réinventer le tourisme à Strasbourg? Strasbourg ne peut pas vivre sans tourisme. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole. Toujours peut-être Catherine Trottmann, parce que si on garde l'équilibre du temps. Avec des réponses qu'on souhaite très concrètes sur des aspects très très concrets, bien entendu. Hein. Aucun de vous trois ne veut qu'on supprime le tourisme à Strasbourg. Donc la profession de foi est vite faite là aussi. Non, mais très concrètement, comment on peut concrètement. résoudre tout ça? D'abord, je pense que c'est un secteur qui est particulièrement sinistré, comme le secteur de la culture d'ailleurs. Oui. Et l'un et l'autre vont aussi de pair, parce que les grands événements attirent des touristes, qui peuvent être des touristes français, franco-allemands aussi, enfin suisses. Donc je crois qu'aujourd'hui, post-Covid, nous devons avoir des événements et soutenir l'activité commerciale, l'activité des restaurants, l'activité de visite, en recréant des événements qui parlent à la région Grand Est, à nos voisins. Au fond, c'est un peu l'invitation aux voisins. Il ne faut pas oublier que le marché de Noël est devenu aussi un problème parce que, un, les Strasbourgeois n'y sont plus allés, et deux, les Alsaciens et les autres n'y venaient plus non plus. Et qu'on est arrivé au bout, et je le dis parce qu'en même temps, je l'ai bien analysé en l'ayant créé, ce marché de Noël. Il a perdu son authenticité, il est devenu une contrainte, il est devenu un moment où les Strasbourgeois se sont sentis complètement privés de leur ville. Donc, le décentraliser, avoir une direction artistique, le thématiser, permettre aussi qu'on puisse rouvrir avec une organisation de la sécurité les stations de tram, parce que j'ai appris par exemple qu'une personne aveugle n'avait pas compris que des stations étaient fermées et du coup s'est trouvée perdue dans sa propre ville et dans les quartiers où normalement cette personne allait. Je crois que c'est vraiment un problème. Donc il faut le faire. J'envisage de rajouter une navette pour pouvoir faire la circulation entre les lieux décentralisés du marché de Noël et faire en sorte aussi que nous sachions proposer davantage de possibilités. Aujourd'hui, les touristes arrivent, ils ont un parcours, ils arrivent par la rue d'Austerlitz, ils vont voir la cathédrale, ils font un petit tour et ils repartent. Il faut leur proposer plusieurs choses. Je crois que la transformation du camping de la Montagne Verte a montré les possibilités que nous offrions d'un tourisme plus urbain, la possibilité d'avoir des visites en bateau qui ne soient pas seulement la visite du bateau qui fait le tour de l'ellipse insulaire, mais aussi la visite du port, la possibilité de créer un port d'accueil des croisières pour leur permettre de faire des tours aussi dans toute l'Alsace. Je n'oublie pas que si on a une politique touristique, elle doit servir à l'ensemble de la future collectivité européenne d'Alsace et à la région Grand Est. Donc il faut travailler la question touristique et d'attractivité avec ces deux autres régions. Je regrette que l'année de travail que j'ai pu passer comme vice-présidente chargée du développement économique n'ait servi à rien. La politique touristique élaborée dans l'avant-dernier mandat est restée lettre morte. Donc nous devons recommencer, après l'audit qui a été fait de l'Office du tourisme, qui montre que nous devons aussi changer l'organisation du tourisme à Strasbourg. Moi, j'envisage la création d'un office du commerce, mais aussi d'une refonte de toute l'organisation partenariale, bien évidemment, du tourisme. Je crois que nous avons intérêt à le faire, parce que ça peut aussi être un élément post-Covid, justement, de relance de la ville et de relance d'une stratégie économique. Alain Fontanet. Vous l'avez bien résumé la situation, et c'est vrai que la logique du tourisme de masse a atteint ses limites, par le marché de Noël, bien sûr, et cette bunkérisation de la ville, mais aussi par les enjeux sanitaires qui nous amènent à réinterroger complètement la circulation, l'organisation, la gestion des espaces publics. Vous avez cité la masse, les bus. Il y a aussi le phénomène de Airbnb dans la ville. Beaucoup de Strasbourgeois se plaignent du bruit des roulettes, des allées-venues à des horaires décalés. Il faut réguler l'ensemble de cette problématique. C'est toute une stratégie qu'il faut revoir. Et effectivement, il faut la revoir en profondeur de champ avec l'ensemble de la région, et en particulier la région Alsace. Il faut restructurer et remettre à plat toute l'organisation du marché de Noël. Le déconcentrer, à la demande de la préfecture, tout avait été concentré dans le centre-ville. Et petit à petit, d'année en année, après les attentats, on resserrait le dispositif de sécurité. Pardon, je vous attends. Est-ce que le maire a un réel pouvoir? Parce qu'on se souvient de l'année dernière, les discussions avec la préfète avaient été très dures. Est-ce qu'il y a une marge de discussion de la part du maire? Est-ce que le maire peut influer sur les décisions d'État? Il y a une marge toujours de discussion. Il y a une capacité de conviction entre le maire et le représentant de l'État. Après,
il ne faut pas se mentir, c'est aussi une prise de responsabilité. Prise de responsabilité en cas d'attentat, en cas d'incident. Avant, c'est toujours facile de dire « il faut ». On est bien placé, malheureusement, à Strasbourg, pour savoir que ce n'est pas théorique, que cela peut se passer. Le rôle du maire, c'est aussi de se dire, à un moment donné, est-ce que j'ai assumé pleinement mon rôle de protection des Strasbourgeois? Est-ce qu'après un incident, je peux aller voir les familles des victimes droit dans les yeux et leur expliquer que ce qui devait être fait a été fait? Malheureusement, tout cela s'est passé à Strasbourg. Donc on ne peut pas non plus faire croire qu'on peut supprimer toute la sécurité. Si on décentralise, et je pense qu'on partage cet enjeu, ça veut dire comment on sécurise plusieurs sites, avec quelle force de police aussi. C'est ce débat-là, tout ce débat-là qui doit être fait avec l'État, bien sûr, mais aussi avec tous les acteurs du tourisme, les acteurs associatifs, parce qu'un des enjeux aussi du marché de Noël, c'est de remettre les valeurs de Noël au cœur de l'organisation. L'enfant, la solidarité, notre histoire chrétienne aussi, l'artisanat local, tout cela doit pouvoir être mobilisé pour redonner du sens et non pas uniquement parler d'organisation et de logistique. Jeanne Darseguin. Oui, je suis toujours étonnée d'entendre le premier adjoint nous expliquer ce qu'il va faire et qui est en totale contradiction avec ce qui a été fait pendant le mandat écoulé. Effectivement, il y a un gros chantier à mener, notamment sur la remise à plat de l'Office de tourisme et de sa gestion. Ça n'a absolument pas été fait ces dernières années. Et un gros chantier de partenariat renforcé avec les autres autorités en charge du tourisme. Et j'ai envie de dire, bien sûr, en Alsace et dans le Grand Est, mais également, de mon point de vue, à l'échelle de l'espace du Rhin supérieur. Alors aujourd'hui, tout le monde se plaint du tourisme de masse. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse bien parce qu'en tant que professionnelle, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans à l'échelle du Rhin supérieur sur le tourisme durable de la bande rhénane. Et on est toujours, en fait, avec les recettes, j'allais dire, du passé, on est toujours justement confronté à des phénomènes dont on dit, voilà... Il y a trop de touristes, c'est devenu insupportable. En fait, on ne se pose jamais la question de l'équilibre global dans les politiques qui sont menées. Et c'est dommage parce que je pense que notre territoire recèle une diversité culturelle, une diversité naturelle aussi, dans les espaces naturels qui n'est aujourd'hui absolument pas mise en valeur. Y compris dans les activités. Et donc c'est très dommage parce qu'on en est resté peut-être à une image trop étriquée qui ne correspond pas, je pense, au rayonnement que pourrait avoir Strasbourg. Et quand je dis Strasbourg, c'est Strasbourg, sa métropole, son eurodistrict, et qui pourrait rayonner bien au-delà. Tous ces réseaux de pistes cyclables qui permettent de faire du cyclotourisme, tous ces milieux naturels qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment mis en valeur. On peut d'ailleurs, dans la manière de concevoir la ville à l'avenir, et c'est ce que je souhaite faire en tant que maire, c'est-à-dire aller vers un urbanisme plus résilient, vers une végétalisation et des continuités végétales dans la ville, on pourrait tout à fait le faire dans une perspective justement d'accueil des visiteurs qui permettent aussi de déconcentrer les flux et de faire circuler dans notre ville et dans les différentes communes de l'Eurométropole. Il y a là-dessus un vrai sujet avec les communes qui regrettent qu'aujourd'hui, la plupart de l'offre soit concentrée sur Strasbourg et qu'elles aussi, elles ont des richesses patrimoniales, culturelles, naturelles à faire valoir. Et je souhaite qu'à l'avenir, on puisse justement, avec elles, valoriser ce magnifique patrimoine. Donc je pense que nous avons un vrai potentiel de développer, alors j'aime moins le terme d'attractivité, je préfère le terme de rayonnement. Et un rayonnement par une exemplarité, par un tourisme qui s'appuie sur les savoir-faire locaux, sur les produits locaux de qualité, mais aussi sur le développement de nouvelles activités qui sont aussi en adéquation avec les enjeux de notre époque et avec les aspirations aussi bien des Strasbourgeois que des visiteurs. Concrètement, si vous êtes élu maire de Strasbourg dimanche soir, vous savez très bien que dès lundi matin et dans les jours qui vont suivre, vous allez être confronté au problème de l'organisation des marchés de Noël. Parce que je connais une préfète là-bas qui a besoin de réunions, que ce soit dans les locaux de l'Eurométropole ou de la Alors mairie. ce ne sera pas le mardi, vous me laisserez quand même le conseil d'installation. C'est pas moi qui vais vous la convoquer, c'est Madame la préfète qui va vous rencontrer. Du samedi 4 juillet, mais ensuite, avec grand... Qu'allez-vous lui proposer? Mais sur le marché de Noël, ça découle de ce que je viens de dire. Il faut d'abord une vision globale
et ensuite on la décline. Et le problème du marché de Noël, c'est qu'il a été, vous savez comment on l'appelle les Strasbourgeois, ça devient Disneyland. C'est ça qui est dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est boudé. Donc ça veut bien dire qu'on doit revoir le format. Ça veut bien dire qu'on doit alléger les dispositifs de sécurité, éviter de se retrouver avec un centre-ville, quand même un centre-ville qui pendant un mois n'est plus accessible, ni aux poussettes, ni aux personnes âgées, ni aux personnes à mobilité réduite. Donc on doit absolument revoir ce format. Et moi je négocierai pied à pied avec Madame la préfète sur un nouveau format qui permette justement de déconcentrer ce marché de Noël, mais aussi, au-delà du format, de retrouver de l'âme, de retrouver de la convivialité. Les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, quand ils évoquent toujours avec nostalgie des moments tout simples, très conviviaux, où ils pouvaient se retrouver dans leur ville pendant la période de l'Avent pour boire un vin chaud. Et aujourd'hui, ils en sont dégoûtés. Donc on a beaucoup de travail à mener, et ça fait partie des choses que je négocierai avec l'État, comme le reste, mais aussi avec l'ensemble des partenaires que j'ai évoqués. On finit le tour de table sur les marchés de Noël. Non, peut-être juste pour élargir l'attractivité, parce que, oui. Évidemment, le tourisme est un enjeu essentiel sur le plan économique et du nombre de visiteurs. Mais il y a d'autres leviers d'attractivité. On en a parlé tout à l'heure sur l'Europe. Il y a aussi toute la dynamique économique des secteurs de pointe de notre territoire. Et puis, il y a aussi des grands équipements. Et je pense par exemple à l'extension de la Méno. Et notre capacité. D'accord. Ça fait partie. On a un solide dossier sportif et sur l'économie à vous aussi. soumettre, Okay, sur l'économie aussi, Oui, bien entendu. Catherine Krootman, pour juste terminer sur l'attractivité, le tourisme et les marchés de Noël peut-être. Alors moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre celui du Pixel Museum. Le Pixel Museum a été installé précisément dans une commune de l'agglomération à Schiltigheim. À l'époque, le maire précédent m'a annoncé cette installation et m'a expliqué qu'il souhaitait que ce joyau, puisqu'il n'existe que 7 collections au monde aussi riches que celle-là, et d'ailleurs c'est l'une des plus riches, que cette installation, cet équipement de musée puisse être dans une commune périphérique. Je n'ai été informé qu'il y a très peu de temps, pendant le mois de juin, que ce musée risquait de partir puisqu'il est invité à s'installer à Bruxelles, puisqu'il ne peut plus rester ouvert à Schiltigheim. Je viens de prendre sur moi d'écrire et de dire, parce que je crois que c'est un élément d'attractivité, qu'il faut qu'il reste dans notre agglomération. Et donc j'ai proposé qu'il puisse être installé au Shadok, parce qu'au Shadok, nous avons tenu toutes les réunions des entreprises créatives, et en particulier celles du jeu vidéo, et que, à proximité, sur le Mall Citadel, j'envisage la création d'un pôle des cultures urbaines qui va travailler avec le réseau des studios et des groupes musicaux de danse et de sport de la glisse, ce pôle qui permettra d'avoir des compétitions et, je l'espère, si possible, la possibilité d'accueillir des compétitions en 2024 pour les Jeux Olympiques. Voilà, ça c'est un projet, et si nous pouvons le mener, ça sera aussi un projet qui va mobiliser la jeunesse et mobiliser les quartiers. Donc je pense qu'il faut utiliser les talents du territoire pour pouvoir se relancer et pas rester au tourisme des 3C, cathédrale, choucroute, cigogne, comme on le dit parfois, mais il faut aussi utiliser notre spécialité sur la santé qui aujourd'hui nous attire des congrès, des visiteurs, des chirurgiens, des médecins, mais aussi des chercheurs, des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Le rayonnement de Strasbourg, c'est aussi son innovation. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental. On va parler culture. On va parler culture maintenant, on ouvre un nouveau chapitre, encore que... Voilà. La ville de Strasbourg est sans doute en France la capitale régionale, en tout cas, on parle hors Paris, bien entendu, la capitale régionale qui consacre le plus de son budget à tout le secteur de la culture. Les chiffres sont difficiles à connaître, mais enfin, vous avez été au pouvoir tous les deux, autour de 27% à peu près, ce qui est considérable, hein, plus de 25%, plus d'un quart du budget consacré à la culture. Et la culture est un élément d'attractivité très fort en France actuellement et bien entendu à Strasbourg. Beaucoup de gens, et là on se fait l'écho de ce qu'on a pu entendre à droite, à gauche, beaucoup de gens se demandent si le budget de la culture va rester sanctuarisé en quelque sorte pendant les 6 années qui viennent. Ne parlons que de ces 6 années-là, bien entendu. Est-ce qu'il va être sanctuarisé? D'autres gens se disent il y a des urgences en matière culturelle. Je pense en particulier à l'opéra, au bâtiment de l'opéra, qui est dans un état
déplorable, inexploitable. Il y a eu des tonnes d'études qui ont été faites, qui montrent toutes qu'on peut difficilement, pardon pour la vulgarité du terme, rapiécer cet outil, et qu'il en faudrait, pour peu qu'on le veuille, en tout cas d'urgence, un outil neuf. Quelles décisions peuvent être prises sur l'opéra? Et puis il y a aussi des inquiétudes qui se font jour, à voix plus ou moins ouverte, qui sont d'ailleurs depuis longtemps des inquiétudes, pas seulement depuis ces derniers mois ou ces dernières années. C'est la pérennisation, ou voire même le développement de certaines manifestations culturelles propres à Strasbourg, non pérennes, et qui font quelque part l'image de marque de Strasbourg. On peut penser à Musica, on peut penser aux Bibliothèques Idéales, on peut penser peut-être même à Ars Mondo, qui est un festival créé à l'opéra récemment. Donc c'est normal, tout le monde se dit nouveau maire, quoi qu'il arrive, nouveau maire. Que va-t-il se passer à la fois sur cette enveloppe? Est-ce qu'elle va rester pérenne, sanctuarisée? Et si vous pouviez avoir un mot sur l'opéra, sur les bibliothèques idéales, sur Ars Mondo et sur Musica, peut-être d'autres, ça serait pas mal. On a jusqu'à quelle heure? Non mais on surveille le temps, il nous reste 20 minutes et vous êtes à peu près à égalité de temps-parole. Alain Fontanet a un léger retard, mais vous êtes très sages, très loyaux, les uns envers les autres. On va pouvoir débattre de ça. Qui veut commencer sur ce sujet? Je me lance avec grand plaisir. Donc bien sûr que le budget de la culture doit être conforté pour le mandat à venir. Vous avez raison de dire que c'est un budget important et il doit le rester pour les 6 prochaines années. Il doit le rester et il doit pouvoir être porté, j'allais dire, politiquement. C'est-à-dire que la politique culturelle doit pouvoir être portée fortement, politiquement, et irriguer là aussi l'ensemble de nos politiques publiques. Je pense qu'il y a eu peut-être un manque de transversalité dans les dernières années. Je pense que s'appuyer... Expliquez-moi, je ne comprends pas très bien. Eh bien, très concrètement, ce que je constate, j'ai rencontré depuis 1 an de très nombreuses institutions culturelles, acteurs culturels, artistes, qui me disent qu'ils regrettent un certain cloisonnement des différentes politiques publiques, mais aussi un cloisonnement dans leurs différentes disciplines et peut-être que dans, en tout cas, ce qu'ils expriment, ce que j'ai beaucoup entendu et ressenti, c'est ce besoin que la ville se pose en facilitatrice du dialogue entre les uns et les autres et non pas comme, j'allais dire, ni une instance qui demande un certain nombre de prestations ou passe des commandes, ni comme une instance qui va monter les uns et les autres, les uns contre les autres. Donc il y a ce besoin de travail davantage partenarial, collégial, transversal, pluridisciplinaire, avec le rôle plus affirmée de la ville comme facilitatrice et coordinatrice de ces différents acteurs. Vous sanctuarisez le budget de la culture? Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé par ça, hein, donc c'est très clair, je l'ai dit à l'ensemble des institutions culturelles. Là-dessus, sur l'opéra, donc il n'y a pas de sujet. Pour reprendre les items que j'ai développés. Sur l'opéra, c'est là aussi, j'allais dire, une arlésienne. Donc arrêtons de cacher le dossier sous le tapis. Vous dites qu'il y a eu nombre d'études. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, elles n'ont pas été partagées parce qu'en tant que conseillère municipale, j'ai jamais eu accès à ces différents éléments. Donc oui, il faut se préoccuper du bâtiment de l'opéra qui aujourd'hui pose de vraies questions en matière de sécurité. Ce que je propose, c'est que dès le début du mandat puisse être mise en place une mission d'information et d'évaluation sur le bâtiment de l'opéra pour analyser l'ensemble des options. On sait lesquelles elles sont, une rénovation extension ou la construction d'un nouveau bâtiment. Ces différentes pistes doivent être étudiées, mais je souhaite qu'elles le fassent là aussi avec un enjeu de rayonnement qui dépasse le bassin strasbourgeois et qui s'inscrive là aussi dans une dynamique du Rhin supérieur en coopération avec les autres villes rhénanes et peut-être aussi avec des financements européens à la clé. Et sur les manifestations, la pérennisation des manifestations qui sont un peu emblématiques. Alors, j'ai cité Musica, les bibliothèques idéales, Ars Mondo, c'est celles qui viennent en tout premier. Il y a aussi le forum de la bioéthique, il y a aussi même le forum mondial de la démocratie. Tout ça, ce sont dans un univers culturel un peu extensif, certes, tout ça participe au rayonnement de Strasbourg. Ces manifestations vont être pérennisées, développées. Moi, je souhaite qu'on puisse s'appuyer sur l'existant, mais je souhaite aussi, puisque je vois que, comme en politique,
politique, le monde culturel aussi, j'allais dire, se régénère et on voit arriver une nouvelle génération aussi dans les différentes institutions, eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a peut-être des passerelles qui n'étaient pas créées entre les différents festivals, notamment les différents festivals de musique, avec une envie aujourd'hui de ces acteurs de se rapprocher, de se regrouper. Et moi, je pense que le rôle de la ville, c'est d'accompagner justement ces passerelles. C'est pas de faire à la place d'eux ou de passer commande, c'est d'accompagner, de faciliter, et de faire en sorte aussi, bien sûr, que notre politique culturelle participe finalement de la transformation globale de notre tissu urbain et de même l'identité de notre ville. Donc pour moi, c'est s'appuyer là-dessus, conforter effectivement, mais même aller plus loin, puisque vous parlez des bibliothèques idéales. Je souhaite que Strasbourg postule au label de capitale mondiale du livre de l'UNESCO et puisse s'appuyer sur tout son réseau d'acteurs, de toute la chaîne du livre, de l'illustration, et j'y rajoute aussi des éléments autour de la traduction, un salon de la traduction. Donc s'appuyer sur l'existant, créer des passerelles et garder une ambition à l'échelle internationale. Alors Alain Fontanel, vous êtes doublement concerné par le sujet, alors même triplement, premier adjoint, en charge de la culture spécifiquement dans le dernier mandat, et puis candidat à la mairie de Strasbourg. Donc on veut vous écouter sur les aspects culturels selon les items, la pérennisation du budget et la pérennisation, voire le développement de certaines manifestations phares, quitte à en inventer d'autres peut-être, je ne sais pas. On vous écoute. Sur les budgets, évidemment. Les ayant défendus ces dernières années. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une histoire longue, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Tous les maires de Strasbourg ont prolongé cet enjeu et cette place de la culture dans notre ville, probablement parce qu'à chaque fois que dans notre histoire, la culture a fait défaut, nous avons traversé les pires tourments. Et l'on sait à quel point, on parlait de l'Europe tout à l'heure, mais il y a la culture et l'Europe, et c'est des éléments fondamentaux de l'ADN de notre ville. On a une offre culturelle extraordinaire, avec des acteurs nombreux, dynamiques, qui travaillent extrêmement bien ensemble. Je pense que l'Opéra, Django, le Maillon, Pôle Sud sont dans une coopération étroite et au-delà des changements de directeurs. Ces dernières années, on a eu la chance d'avoir de nouvelles figures, de nouvelles personnes qui se sont engagées à la tête de ces institutions, parce que la culture, c'est aussi... Elle se régénère, elle se réinvente. Et donc, on a des grands événements qui eux-mêmes se métamorphosent et se transforment peu à peu. Les bibliothèques idéales, un moment extraordinaire de la rentrée culturelle strasbourgeoise. Aujourd'hui, les BI sont assez différentes d'il y a 5-6 ans. Et ça continuera, et c'est une bonne chose. Il faut faire confiance aux acteurs culturels. Il faut être à leur côté. On l'a été ces derniers mois. La période est particulièrement difficile. Ils ont le coût psychologique, le coût pour la rupture du contact physique avec le spectateur, les intermittents qui ont été fragilisés, les artistes qui ont été privés de spectateurs mais aussi de commandes, tout cela a fragilisé le secteur. Il faut maintenir un fonds de soutien pour que la reprise qui se fait progressivement puisse prendre de l'ampleur et qui puisse être accompagnée dans ces évolutions. Il faut aussi... parce que justement, le budget est important, ne jamais oublier la responsabilité qui est la nôtre, c'est celle de s'assurer du partage de la culture par le plus grand nombre dans tous nos quartiers, par la jeunesse. Je souhaite notamment, avec l'éducation nationale, c'est toujours un parent pauvre de l'éducation nationale, l'éducation artistique et culturelle, permettre la pratique d'un art, d'un instrument de musique, de la danse à chaque enfant d'une génération. On le fait par exemple avec le projet Demos, avec un grand concert, un grand orchestre participatif avec les enfants de tous les quartiers de Strasbourg. Il y a le travail que fait l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg délocalisé dans les quartiers. Il y a les réalisations extraordinaires de l'équipe Django qui, au Neuhof, a changé complètement la relation à l'école, à la musique, au cinéma. C'est en faisant confiance à ces acteurs qu'on peut aller plus loin. Donc oui, pour la pérennisation du budget de la culture, bien sûr, pour le maintien de ces grands événements, pour la confiance aux artistes et aux responsables d'institutions pour qu'ils se réinventent en permanence. Pour l'opéra, je m'étais prononcé
très clairement d'ailleurs dans l'entretien hors norme du premier tour. Il est temps de passer des incertitudes à un engagement, y compris en mobilisant des financements privés. On a un nouveau grand théâtre du Maillon qui a été construit avec 2 grandes salles pour 30 millions. Ça montre à peu près l'importance de l'effort qui peut être fait. Ça coûtera probablement un peu plus cher, mais pas beaucoup plus. Aujourd'hui, on a besoin de cette nouvelle salle. C'est un élément de rayonnement et d'attractivité pour Strasbourg. Catherine Trottmann. Oui, j'ai 2 préoccupations et plusieurs projets. Les 2 préoccupations, c'est que je ne crois pas qu'on puisse se remettre bien de cette période de pandémie avec le risque d'une 2e vague sans se mobiliser, sans avoir au fond à partager des moments de convivialité, de vécu, avec la surprise, avec le plaisir de la beauté, avec la culture. C'est aujourd'hui une demande de tous les quartiers de Strasbourg, des habitants, qui souhaitent aussi bénéficier, que la culture ne soit pas réservée à quelques équipements, à quelques moments, mais que ce soit beaucoup plus impliqué, intégré dans la vie de la cité. Et je crois qu'il faut entendre cela. Ce n'est pas simplement une question de lieu de diffusion, c'est une question de pouvoir viser à la fois l'excellence, le message culturel de Strasbourg, qui s'est un peu amenuisé dans la dernière période, mais c'est en même temps aussi un grand projet d'éducation artistique. Et je souhaite, dès la rentrée, par la commande publique, permettre à des artistes, quelle que soit leur discipline, de pouvoir être dans les écoles, travailler avec les jeunes et faire en sorte de pouvoir aussi animer, je dirais... Ce qui va les aider dans la condition qu'elle a l'heure aujourd'hui, parce que ça permet de les payer aussi, bien évidemment. Mais je souhaite également que des lieux, on a parlé de l'opéra, je prends par exemple le Palais des Fêtes. Le Palais des Fêtes, c'est un lieu qui va être terminé, sa restauration va être finie. Il y a un regroupement d'associations qui travaillent sur la musique vocale et qui sont prêtes à prendre en charge l'animation et la gestion de ce lieu, avec à la fois la pratique professionnelle et la pratique amateur. Tant mieux, ça permettra justement de mélanger les publics et de mélanger les pratiques. Nous avons de fabuleux chœurs, nous avons des chorales, et puis il y a bien sûr l'orchestre et l'opéra. Alors l'orchestre et l'opéra, je me suis appliqué pendant des années à les faire monter en première division. Orchestre national, opéra national. Évidemment, quand on pose la question du budget, ce n'est pas à moi qu'il faut demander s'il va être diminué. Mais il ne peut pas supprimer, je dirais, les autres opportunités. Il faut continuer de viser la possibilité d'un prochain équipement, parce que l'opéra, en effet, un jour, ne pourra plus se tenir. Mais par exemple, dans le lieu existant. Si vous êtes élu maire de Strasbourg, très concrètement... Dans l'année, il y aura discussion sur une option pour l'opéra. Nous avons des études, ce n'est pas la peine d'en refaire 36, il faut prendre des options sur des projets concrets. Et il faut chercher des financements. Et vous n'êtes pas contre un nouvel opéra, c'est ça ? Je ne suis pas contre un nouvel opéra. J'avais même, par le passé, avec Robert Herrmann, imaginé que le Palais des Sports et de la Culture, qui devait se faire sur les fronts d'Ilkirch, puisse accueillir des grands spectacles opératiques. Ce que le Tandem avait abandonné à l'époque, et il a préféré de faire un Zénith. Bien, très bien. Aujourd'hui, on reste sans opéra. Alors qu'à l'époque, on aurait pu avoir les petits formats dans le théâtre à l'italienne, et on aurait pu avoir les grands formats dans ce Palais des Sports et de la Culture. Il y a aussi, bien sûr, la tradition de l'impression, de l'illustration et du livre. L'espace Gutenberg a un fabuleux projet. Je souhaite réunir les musées, l'espace européen Gutenberg avec les artisans, avec les créateurs, les illustrateurs, le musée Tommy Ungerer pour faire un projet qui doit permettre aussi à l'ensemble des Strasbourgeois de comprendre l'histoire qui a été celle de la ville à travers l'alphabet, à travers le mot, à travers l'écrit. Et puis, il y a tous ces événements dont vous avez parlé. Par exemple, Musica, les bibliothèques idéales. Moi, je continue de penser qu'il faut avoir une rentrée culturelle, un automne culturel à Strasbourg, c'est-à-dire une saison dans laquelle, franchement, on peut assurer cette promotion, cette circulation des publics, que ce soit dans la musique, dans la création, dans la réflexion, dans le débat, et aussi dans de nouvelles surprises. J'ai vu ce qu'avait organisé Philippe Geiss avec le saxophone, qui a été une manifestation mondiale. Nous avons tout pour pouvoir réaliser cela. Alors il faut, je pense, consacrer des moyens, je dirais, plus importants à l'événementiel, créer ce fonds pour les grands événements qui va servir aussi bien pour Strasbourg Événements qui a besoin d'être relancé, chercher les congrès, les moments, et puis peut-être aussi être un peu plus exigeant sur certaines manifestations dont la qualité peut être améliorée.
Alors, à ce stade, je vous précise tout de suite que le temps passe affreusement vite. Alain Fontanel a un léger déficit de parole. Pour le reste, ça s'équilibre à peu près. Il nous reste officiellement 7 minutes, c'est-à-dire très peu. On va prendre un peu plus. On va prendre un petit peu plus, on va déborder. Je vous propose qu'on va remanier notre conducteur, comme on dit avec Pascal en live. Pascal va vous interroger sur le sport de haut niveau, parce que ça, on n'en a pas entendu parler beaucoup ces derniers temps. Et puis, on terminera sur la politique des transports. Hein, je propose. Oui, on pourra aussi parler rapidement aussi, des quartiers, ce serait pas mal de politique de la ville. On va dépasser un petit peu le temps. On va dépasser un petit peu. Sur le sport, on peut aussi aller très vite, parce que là, il y a les sujets, enfin, il y en a deux, c'est l'autre cathédrale, c'est la Méno, et le projet de SIG Arena. Donc là, il y a eu pour la Méno une délibération qui a été votée déjà, pour une enveloppe globale de 100 millions d'euros, je crois à peu près, avec une participation de la ville de 12 ou 12 millions et demi d'euros, je crois, de la région et puis de l'Eurométropole. Donc ma question par rapport à la Méno est très simple. Il y a déjà quelque chose qui a été acté. Est-ce que la réponse d'Alain Fontanel sera claire, puisque je pense qu'il était au départ, vous avez signé le document. Et ensuite, il y a la SIG Arena, le projet de SIG Arena, qui là est au point mort. Et donc, on voulait avoir votre avis sur ces deux, un qui est acté et l'autre qui est un peu plus, qui patine un peu plus. On ne parlera pas de sport grand public, malheureusement, parce que tout simplement, on n'a pas le temps. Il nous faudrait un deuxième, voire un troisième. Donc là, on peut aller assez vite sur ce sujet-là, mais savoir, oui, pour, contre. La Méno et la Alain Fontanel, comme vous êtes un petit peu en retard, on démarre par vous. Vous connaissez mon attachement au Racing Club de Strasbourg et mon engagement pour sauver le club qui était tombé au plus bas, et pour être allé chercher Marc Keller, évidemment, et l'avoir convaincu de venir. Je suis à ses côtés pour ce projet. C'est un investissement important, mais ce n'est pas un investissement pour un club. Ce n'est pas un investissement pour un sport, le foot. C'est un investissement pour un territoire. Aujourd'hui, le foot représente un élément d'attractivité et de promotion territoriale extrêmement important. C'est ce qui justifie un effort fort de la collectivité pour développer ce projet. C'est un projet sportif, c'est un projet économique, et c'est un enjeu essentiel aujourd'hui pour Strasbourg, de même que le projet de SIG qui est sur un autre modèle, qui doit pouvoir être défendu, promu, et qui aujourd'hui, l'équipement d'Uranus, c'est une verrue dans le quartier d'affaires. Il est essentiel de pouvoir le transformer. Je crois que Catherine Trottmann, évidemment, a voté la délibération pour le Racing. J'en parlerai. De même que moi. Je crois que Jeanne Barzéguian ne l'a pas fait. Je pense que c'était essentiel de défendre ce projet. Donc parlez-nous-en. Oui, je vais en parler. Moi, je suis tout à fait favorable au projet de transformation du Racing. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin, comme je l'ai dit pour la culture, nous avons besoin de clubs professionnels, mais je n'ai pas besoin de porter le maillot pour pouvoir marquer mon attachement au Racing, parce que je respecte le public et la diversité du public. Et dans cette campagne, je n'en fais pas un argument. Et je ne me permets pas de mettre une étiquette politique sur un club qui doit rester neutre et qui doit continuer d'accueillir tous les publics de Strasbourg. Je pense que c'est extrêmement important que tout le monde ait confiance dans son club, parce que ce n'est pas seulement le club de Strasbourg, c'est le club de toute la région. C'est un club national. Nous avons donc besoin de cela. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour la SIG. Pour la SIG, je pense qu'il y a à rediscuter sur la pérennité du projet et sur son montage financier. Mais je suis pour, et je l'ai toujours soutenu. J'ai, il y a un certain temps, facilité la mise en œuvre de la SIG lorsque ce club était en difficulté à Illkirch-Grafenstaden. Et la SIG, c'est Strasbourg, Illkirch-Grafenstaden. Et la SIG a toujours été présente. On ne peut pas, je crois, aujourd'hui décider de moyens en regardant seulement les résultats sportifs. On a besoin d'une grande équipe de basket. Mais ça veut dire que si on le fait, et là, je voudrais juste dire cela, on doit aussi soutenir les clubs dans les quartiers. Et c'est ce à quoi je m'engage avec le passeport, c'est-à-dire la possibilité pour chaque enfant qui veut prendre une licence sportive dans un club, avoir 80, lorsqu'on est en dessous du coefficient familial de la CAF, 80 € pour les parents, par enfant, et 20 € pour un club. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet, je dirais, d'avoir de futurs champions, c'est l'entraînement des petits ou des adolescents ou des plus jeunes dans ces clubs-là. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Je voulais juste dire ça, parce que ça me gêne un peu
de parler des montants du Racing, de parler des montants de la SIG Arena et de ne pas parler des enfants qui espèrent, en regardant les champions, qui pourront les égaler. Jeanne Barseguian, sur le Racing, vous êtes prononcé en disant que c'était acté et que vous continuez, vous acceptiez ce pacte républicain en gros. Oui, et que absolument, c'est une continuité républicaine. En revanche, pour la SIG, vous avez... Mais juste pour clarifier, je n'ai jamais été opposée à la rénovation du stade de la Méno. Ce que j'ai interrogé avec d'autres, d'ailleurs, c'était le montant d'argent public qui est extrêmement conséquent à un moment où les budgets des collectivités sont contraints. Voilà. Maintenant, je l'ai dit, ces délibérations, elles sont actées. Je m'inscris effectivement dans cette continuité républicaine, mais je souhaite que cet équipement, qui est un facteur de rayonnement pour notre territoire, puisse continuer de s'inscrire justement dans ce rayonnement et soit le plus exemplaire possible, évidemment du point de vue écologique, mais aussi dans la question de l'ouverture sur le quartier et sa dimension sociale. Et pour la SIG, pour la nouvelle salle de la SIG? Pour la SIG, il faudra remettre le dossier à plat, puisque le montage envisagé au préalable, aujourd'hui, ne tient plus. Donc il est nécessaire de revoir ce montage, qui avait d'ailleurs beaucoup évolué les derniers mois, avec des scénarios à chaque fois très différents, qui impliquaient parfois du commerce, parfois pas, parfois de l'argent public, parfois pas. Il faut vraiment qu'on puisse retravailler ensemble, mais c'est sûr qu'il y a aussi un enjeu de sécurisation, j'allais dire, de cet équipement. Je m'excuse juste sur la SIG. Nous avons voté au même titre que pour le Racing. Les délibérations sont valables, l'engagement de la collectivité est valable. C'est uniquement si on revient sur ces votes que le projet ne se ferait pas. Le montage a bien été validé et adopté par les différentes collectivités. L'argent n'avait pas été encore versé, je crois. Non, tout à fait, mais... Non, donc encore une délibération. C'est ça. Mais la ville, l'Eurométropole, le département et la région ont adopté et voté le soutien au projet tel qu'il a été monté. Sauf modification substantielle du contexte, évidemment, il faut le dire. Mais voilà, on pourrait en parler très longtemps. Malheureusement, le temps nous presse, et puis vous êtes vous-même impatient. Oui. Je le comprends. On a d'autres obligations derrière. C'est ce que j'allais dire, de terrain, donc Pascal, je pense qu'il va falloir tenir l'horaire. Oui. On voulait parler de la politique des transports, on ne le fera pas. Je vous propose que juste un mot sur la politique... On en a longuement parlé tout à l'heure. Oui, voilà, sur la politique de la ville. Et Pascal aura une dernière question à vous poser, puis ce sera le moment de la conclusion. Merci de votre patience. Qui est sans doute la politique de la ville qui regroupe sans doute toutes les autres politiques. Être maire d'une ville comme Strasbourg, mais comme être maire d'une grande métropole, c'est la même chose à Lyon, à Nantes, c'est être maire de plusieurs villes. Il y a un centre-ville magnifique, historique, qui est plutôt prospère et plutôt attractif. Il y a des quartiers périphériques qui sont plutôt agréables et où on a des problèmes comme partout, mais qui sont très très vivables. Et puis on a des quartiers et des cités populaires qui sont beaucoup plus difficiles pour les habitants. On sait qu'à Strasbourg, 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions de logement qui sont parfois extrêmement difficiles. Le logement social, je crois qu'il y a 22 000 personnes à peu près en attente d'un logement social à Strasbourg. C'est quelque chose d'énorme. Comment, en tant que maire de Strasbourg, pouvez-vous résoudre, ou en tout cas, sinon de résoudre, atténuer ce problème et réconcilier ces villes ou les réassembler, parce qu'aujourd'hui on voit que ce sont des villes différentes qui s'éloignent. Les gens des quartiers n'ont pas grand-chose à faire avec les gens du centre-ville, et on a des vraies ruptures. Il n'y a pas le périph' ici, mais il y a quand même des vraies ruptures entre les quartiers. Donc comment, au niveau de l'occupation de la ville, au niveau des investissements, au niveau des transports, pouvez-vous régler ces problèmes, ou en tout cas les atténuer? Peut-être Alain Fontanel, là encore, parce que vous êtes légèrement en retard, vous avez 3 minutes de retard par rapport aux deux autres débatteurs. On vous écoute là-dessus et puis on essaiera de conclure après. C'est évidemment une responsabilité essentielle pour le maire de Strasbourg d'assurer cette unité de la ville. Il ne peut pas y avoir, comme vous le disiez, plusieurs Strasbourg. On les a aujourd'hui. Avec cette question du taux de pauvreté. En réalité, dans les quartiers, c'est des taux de pauvreté qui dépassent 40%. C'est des classes où la moitié des enfants sont en dessous du seuil de pauvreté et dont la maîtrise du français est difficile. C'est toute la construction de la ville qui est en cause. On parlait tout à l'heure de politique culturelle, de politique sportive, de politique éducative. C'est l'ensemble de ces politiques qui doivent permettre de manière cohérente de lutter contre ces poches de pauvreté. C'est aussi évidemment l'urbanisme
et la politique du logement. On a trop concentré la pauvreté dans des quartiers où il y avait déjà de la pauvreté. Il faut lutter contre ces poches de pauvreté où finalement l'égalité des chances n'est plus garantie pour ceux qui y habitent. C'est donc un peu difficile à ce stade du débat de reprendre l'ensemble des questions, mais c'est évidemment une priorité centrale du mandat prochain. Assurer l'unité, donner à chaque Strasbourgeois les mêmes possibilités, quel que soit son quartier. C'est cette égalité des chances, emploi, éducation, culture, qui est au cœur du mandat. Est-ce que ça passe par une dédensification des cités et des quartiers populaires? Oui, bien sûr. Je crois qu'on ne va pas ouvrir là le débat sur la densité et sur l'urbanisme, qui est un autre sujet, mais qui recoupe aussi ces questions. Évidemment, aujourd'hui, on concentre à Strasbourg beaucoup d'habitations à loyer modéré, mais parmi ceux pour les plus pauvres. Et la répartition de la population sur l'ensemble de l'Eurométropole ne se fait pas de manière harmonieuse. Et donc on concentre la pauvreté dans nos quartiers, on concentre les difficultés. C'est aussi des difficultés éducatives, des difficultés de sécurité, et on complique les chances pour les plus jeunes. Et donc il faut vraiment travailler là-dessus. On va pas chicaner ce 30 minutes, bien entendu. Non, rapidement, mais en tout cas, trois enjeux fondamentaux. Moi, j'ai posé dès le début de la campagne, c'était mon premier engagement, ce rééquilibrage nécessaire dans les investissements qui sont réalisés, j'allais dire toutes thématiques confondues. Je parle aussi bien de l'amélioration du cadre de vie que des maisons urbaines de santé, que de la question des commerces de proximité, que de la question de l'éducation. C'est-à-dire qu'on voit bien que les moyens doivent pouvoir aller prioritairement aux endroits où il manque le plus. 3 points par rapport à ça. Le premier, c'est la reconnaissance. Le nombre de fois, et je fais le lien avec le débat sur la culture de tout à l'heure, le nombre de fois où j'ai entendu à l'Elzo, au Neuhof ou à Haute-Pierre le fait de dire « mais nous aussi, on a le droit à de la beauté dans notre quartier, de la beauté ». Voilà, donc ça, première chose, et ça doit pouvoir irriguer aussi l'esprit de notre politique culturelle. La deuxième chose, c'est l'accès aux services publics pour tous et toutes. C'est un enjeu majeur et on sait à quel point aujourd'hui certains quartiers, je parlais de l'Elzo, peuvent être enclavés par le manque de services publics de proximité et ils en ont encore plus souffert pendant cette période de confinement, c'est-à-dire que les inégalités se sont creusées. Et le dernier point qui me semble fondamental, qui est souvent peu abordé, c'est que dans ces projets de rénovation urbaine, mais où est la participation citoyenne? Il y a des concertations, mais les habitants vont subir, vont se voir imposer ce qui va finalement modifier leur cadre de vie, leur logement, l'endroit où ils vont vivre. Moi, ce que je souhaite, c'est remettre de la participation citoyenne dans ces grands projets de rénovation et que les habitants de ces quartiers aient enfin droit au chapitre. Je pense que le ou la maire a une responsabilité majeure dans la construction de l'égalité urbaine. Et moi, je veux mettre les quartiers de la périphérie au centre, clairement. Parce que je constate que Königshofen, tous les quartiers ouest, l'Elzo, mais aussi le port du Rhin, sont devenus des périphéries de la périphérie. Et plus on éloigne, en quelque sorte, ces quartiers populaires du centre, plus on étire et on éloigne les communes de la première couronne, qui ont aussi des quartiers populaires de logement social, et les communes de la deuxième couronne. Donc si on veut faire un territoire où les habitants se sentent égaux entre eux, il faut évidemment travailler sur la cohérence et la cohésion de ce territoire. Et ça suppose, avec la perspective de pouvoir lancer l'opération de rénovation urbaine, mais aussi la rénovation énergétique, de travailler sur la qualité du logement, de travailler sur la présence des services publics qu'il faut installer dans ces quartiers, sur la présence de la santé avec les maisons de santé, mais tout le monde ne peut pas se déplacer. Donc il faut aussi des équipes mobiles qui aillent s'occuper des gens plus isolés, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées dans ces quartiers. Et puis il faut s'occuper du logement. Et s'occuper du logement, c'est s'occuper du parcours locatif. Aujourd'hui, des personnes âgées sont dans 4 pièces, n'arrivent pas à payer le loyer, alors qu'il y a des familles qui sont à 6 dans 75 mètres carrés, ils sont dans le même quartier et ils voudraient échanger. Moi, je prévois de passer une convention avec les logeurs sociaux pour faciliter cet échange,
faciliter le parcours locatif, parce qu'on sait qu'on a des demandes, mais il faut déjà répondre à ceux qui sont dans les logements et pouvoir sortir les personnes qui sont dans des logements insalubres. Et j'envisage d'acheter des immeubles pour pouvoir les loger temporairement, pour faire des appartements tiroirs, en quelque sorte, transitoires, pour que ces personnes soient au sec, au chaud et bien logées, avant de pouvoir rentrer dans un appartement rénové. C'est donc cette conférence annuelle du logement qui permettra de traiter des loyers, qui permettra de traiter du parcours locatif, qui permettra de traiter aussi de ce que j'appelle la ville à portée de marche à pied. Je veux faire des quartiers-villages, c'est-à-dire des endroits où, à 1 kilomètre, comme on l'a vu pendant la période de Covid, où on pouvait faire 1 kilomètre à pied, eh bien, certains quartiers, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une pharmacie, il n'y a pas un commerce. Réintroduire de l'activité, chercher, j'ai commencé les endroits où on peut faire des pépinières pour accueillir des activités, notamment pour les jeunes justement, et faire en sorte que les quartiers soient traités le mieux possible, avec des marchés qui fonctionnent, avec des services. Et à partir du moment où nous serons là, avec les habitants, avec des élus délégués, toute mon équipe, si nous sommes élus dimanche, toute mon équipe aura une délégation pour pouvoir travailler dans des quartiers plus restreints, plus réduits, pour pouvoir accompagner et être auprès des gens. Ça aussi, une démocratie de proximité, ça commence par l'engagement des élus. On a un petit peu débordé, je voulais vous remercier vraiment, tous les trois, sincèrement, parce que vous avez accepté de ce débat dans une journée qui, je le sais pour vous, était infernale, et qui d'ailleurs n'est pas terminée. Donc vous voyez, on a tenu à peu près nos délais. Merci. Sincèrement, du fond du cœur, merci Jeanne Berseguer, merci Alain Fontanel, merci Catherine Trottmann. Dans 72 heures, et un peu plus de 30 minutes, les bureaux de vote vont se clore. Dans 74 heures à peu près, on saura quel est le nom de la ou du futur maire de Strasbourg. Tout ce qu'on peut vous dire avec l'équipe d'Ornum, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat des urnes dimanche soir, on essaiera, nous, avec nos modestes moyens, de vous offrir la possibilité à vous qui serez élus, maire ou mairesse de Strasbourg, je ne sais pas comment on dit. Maire de Strasbourg. On dit eh bien de vous offrir, ou le maire, de vous offrir la possibilité régulièrement d'intervenir sur nos canaux, parce que je trouve que ce débat a eu une excellente tenue et on vous remercie à tous les trois. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce live Facebook. Merci aux équipes d'Ornum et Via Storia qui ont beaucoup travaillé pour qu'il ait lieu. Et surtout, allez voter dimanche. C'est très, très important, je crois. Bonne soirée, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir.